Bonjour! Comme promis, me voilà pour faire un bilan de cette première année de doctorat. Alors je vais essayer de faire une vidéo courte comme les précédentes. Donc cette première année s'est très bien passée. J'ai réussi à m'organiser, à travailler de manière, régulière. Donc pour rappel, j'ai décidé de continuer à travailler à plein temps comme professeur, enseignant au lycée, tout en faisant ma thèse. Donc du coup, il a fallu trouver une organisation pour concilier et mon travail professionnel et ma vie familiale et mon travail, de recherche en tant que doctorante. Donc il y a des hauts et il y a des bas évidemment, hein, c'est, un défi pour, chaque doctorant. Mais j'ai réussi à tenir la distance, à travailler de manière régulière, à éviter, d'avoir des périodes trop longues où j'arrive pas du tout à bosser sur ma thèse. Donc ça, c'est plutôt positif. J'ai, pas mal lu. J'ai aussi commencé à écrire, donc c'est pas forcément, le produit final, hein, de ma thèse, mais, voilà, j'ai écrit plusieurs dizaines de pages de réflexions, d'analyses, de premières pistes, d'hypothèses, d'arguments et cetera. Donc ça me fait déjà une bonne base. J'ai eu des réunions régulières avec mon directeur de thèse. J'ai aussi ma réunion de comité de suivi en fin d'année qui s'est bien passée. Donc tous les feux sont au vert pour moi pour m'inscrire en deuxième année et pour continuer cette aventure, que j'ai commencée, il y a maintenant, presque un an. Alors 2 choses qui m'ont, beaucoup intéressée, cette année. La première, c'est les rencontres avec les autres doctorants. J'ai pu avoir 2 rencontres. Alors il y en avait beaucoup plus de prévues cette année, mais comme je travaille à plein temps, certaines tombaient des jours où je travaille, donc j'ai pas pu m'y rendre. J'ai pu aller à une première rencontre avec les doctorants de mon laboratoire de recherche, donc les doctorants en philosophie comme moi. On a pu, présenter nos sujets, parfois des points précis de nos sujets. On a pu se poser des questions, échanger, discuter. C'était vraiment très intéressant de rencontrer ces personnes, de voir les sujets qu'ils ont choisis, de voir comment ils mènent, leurs travaux de recherche, comment ils en sont arrivés aussi à se poser ces questions-là, dans leur thèse et puis, par rapport à où ils en sont. Certains, sont comme moi, ils débutent, c'est leur première année. D'autres, sont au milieu, d'autres sont quasiment à la fin, vont soutenir dans quelques mois. Certains sont, plus jeunes que moi et donc ne sont jamais vraiment sortis du cursus, scolaire, universitaire. D'autres, sont comme moi, ils se sont arrêtés pendant un temps, ils ont travaillé, ils ont repris ensuite une thèse. Certains viennent même d'un tout autre domaine que la philosophie, donc avaient vraiment une formation, de base et un métier qui, ne semblait pas du tout, proche de la philosophie et puis sont arrivés à, la philosophie, à faire une thèse de philosophie. Donc c'est des parcours qui sont passionnants, des sujets de thèse qui sont passionnants et donc ça a été très intéressant de pouvoir rencontrer, mes collègues, en fait. Et il y a une deuxième journée de rencontre, cette fois-ci, c'était avec les doctorants de l'école doctorale dans laquelle je suis inscrite. Donc des doctorants qui, ne sont pas forcément en philosophie, mais sont en psychologie, en sociolinguistique. Donc là, on était beaucoup plus nombreux, évidemment, sur cette journée de rencontre et là aussi, c'était passionnant de pouvoir discuter, de leurs sujets, de leur parcours, de comment ils en sont arrivés à ces sujets-là et puis surtout, ce qui était assez fascinant pour moi, c'est que dans ces champs disciplinaires, les, travaux de recherche en doctorat sont, sur des sujets qui vont avoir des implications très concrètes, donc qui visent à des mises en pratique concrètes une fois que le doctorat sera terminé, une fois que la thèse sera soutenue et ce sont des façons de mener la recherche qui sont très concrètes. Ces doctorants vont à la rencontre des gens, ils mènent des entretiens, ils vont sur le terrain, ils font des tests, des expériences et cetera et donc c'est très différent du travail que moi je fais en philosophie et donc c'était aussi très intéressant, de pouvoir découvrir un petit peu cet autre monde à la fois proche et quand même très différent de la recherche en philosophie.
de pouvoir échanger voilà sur les parcours de vie. Pareil, certains sont plus jeunes que moi, viennent juste de commencer leur thèse, enchaînent avec le master et puis font leur doctorat. D'autres ont le même âge que moi ou sont beaucoup plus âgés, se sont remis après des années de travail, se sont remis dans les études et puis on fait un sujet de thèse. Donc voir comment ils en sont arrivés là, pour quelles raisons ils font ce travail, qu'est-ce qu'ils projettent ensuite, c'est vraiment passionnant, c'est très enrichissant. Et donc ça a été une découverte pour moi cette année, puisque j'avoue que je savais qu'il y avait des rencontres doctorales, etc. Mais honnêtement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi intéressant de rencontrer toutes ces personnes-là. Donc j'ai vraiment hâte de recommencer l'année prochaine. Et sinon, évidemment, la deuxième chose qui m'a intéressée cette année, c'est de travailler sur mon sujet. Alors bon, c'est plutôt rassurant de voir que je me suis pas trompée dans mon choix de sujet et que c'est quelque chose qui me passionne et que même après des mois et des mois de lecture, de rédaction, etc., voilà, je sens que je vais pouvoir tenir là-dessus pendant des années, parce que c'est vrai que bon, j'aurais pu avoir une mauvaise surprise au bout de 6 mois, me dire bon, en fait, je suis pas faite pour ça m'intéresse pas, j'ai mal choisi mon sujet, etc. Donc là, c'est pas le cas. Alors très rapidement, cette année, j'ai décidé d'explorer comme piste la place des victimes dans la théodicée. Donc si vous n'avez pas regardé les 2 vidéos précédentes, allez les voir puisque j'explique ce que c'est la théodicée. Je ne vais pas redonner toutes les explications. Et donc j'ai en fait travaillé pour essayer de voir si les auteurs, philosophes et théologiens qui écrivent des théodicées prennent en compte les victimes de mots, les victimes qui souffrent, est-ce qu'ils prennent en compte leur expérience concrète de souffrance, quels maux elles ont subis, qu'est-ce qu'elles ont ressenti, comment elles l'ont vécu, quel genre de questions elles ont posées, et est-ce qu'ils les prennent en compte comme interlocuteurs potentiels, est-ce qu'ils écrivent en s'adressant, entre autres, hein, pas que, mais entre autres, aux victimes. Donc c'est un peu les questions qui m'ont guidée pour cette année. Je n'ai pas terminé encore mon travail. J'ai fait, disons, j'ai fait 2 tiers du chemin et il me reste le dernier tiers à faire. Donc c'est vraiment un travail sur le long terme. J'ai pu étudier donc avant à Auschwitz comment les victimes étaient prises en compte dans les différentes théodicées qui ont été écrites. Puis j'ai étudié ce que l'événement de la Shoah a pu changer par rapport à la place des victimes. Et là, ça a été assez intéressant parce que j'ai été amenée à faire des excursions en histoire et aussi en droit, puisqu'il y a, après la Shoah, donc les grands procès nazis, hein, le procès Nuremberg, le procès Eichmann, etc. Et en fait, ces procès, donc, qui portaient sur les crimes commis par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et aussi, en particulier, sur les crimes commis contre le peuple juif, eh bien, ces procès ont provoqué des modifications de la prise en compte de la place, de la considération des victimes au sein de la justice. Et donc, c'est intéressant pour moi de faire le lien en voyant que il y a un phénomène en fait plus général qui se produit après la Seconde Guerre mondiale par rapport à la place des victimes, et que la théodicée en particulier, hein, qui est une sous-branche voilà, de la philosophie, subit aussi ces mutations voilà, qui touchent de manière plus large à la justice, à l'histoire, etc. Et puis en ce moment, ça fait quelques mois que je travaille sur les théodicées qui ont été écrites après la Seconde Guerre mondiale, toujours avec cette ligne de conduite, comment les victimes sont prises en compte, comment les maux particuliers qu'elles subissent sont pris en compte, et évidemment le mal particulier qu'est la Shoah, et est-ce que les auteurs s'adressent aux victimes. Donc j'ai pas terminé ce travail. C'est un travail qui prend du temps, parce qu'en fait, je suis confrontée à un problème, bon, que je savais avant de commencer, mais voilà, maintenant je suis vraiment dedans. C'est le fait qu'énormément d'auteurs sur mon sujet, sont des auteurs anglo-saxons qui écrivent en anglais et qui ne sont pas traduits en français. Donc c'est pas en soi, c'est pas un problème dans le sens où je lis l'anglais, voilà, moi je m'y suis mise, je lis l'anglais, donc que ce soit pas traduit, ça m'empêche pas de lire et de comprendre. Mais c'est un problème dans le sens où, évidemment, je lis beaucoup plus lentement en anglais qu'en français. Et donc là où je pourrais en une semaine avoir lu un livre
et surtout avoir intégré le raisonnement, les arguments, etc., là, je mets 2 semaines ou 3 semaines. Donc ça me ralentit en fait énormément dans mon travail. Et puis, bon, ça, c'est un problème que rencontrent, je pense, quasiment tous les doctorants. Je lis et l'auteur fait référence à d'autres auteurs, et donc je me dis, bah, il faut que j'aille lire les autres auteurs, et quand je vais les lire, eux-mêmes font référence à d'autres auteurs, et donc là, j'ai une bibliographie qui est en train de prendre des proportions complètement démentielles. Donc voilà, bon, j'essaye de cadrer, mais j'essaye surtout de repérer en fait les auteurs essentiels, c'est-à-dire ceux vraiment dont tout le monde parle, et donc de me concentrer sur eux avant d'aller voir les autres qui ont pu faire des remarques, mais qui n'ont pas forcément innové dans le domaine. Et donc là, là où j'en suis rendue en ce moment avec mes lectures, c'est que j'ai compris un peu comment le champ de la théodicée se répartit. Il y a en fait, si on veut, trois groupes. Dans les deux extrêmes, il y a donc les auteurs de théodicée qui pensent que la théodicée, c'est une entreprise qui est théorique, qui est abstraite et qui a principalement un objectif logique qui est le suivant: il faut réussir à montrer qu'il n'y a pas d'incompatibilité à mettre ensemble deux concepts, le concept du mal et le concept d'un Dieu tout-puissant, omniscient et parfaitement bon. Donc on est vraiment dans une démarche quasiment de résolution d'un problème mathématique, hein, voilà, on va regarder en fait à quelles conditions les deux concepts sont compatibles pour montrer qu'il n'y a pas de souci. On peut tout à fait penser un Dieu tout-puissant, omniscient et parfaitement bon, et l'existence du mal en général. Donc ça, il y a toute une partie des auteurs après-guerre qui pensent comme ça. Donc là, pour eux, il n'y a pas à prendre en compte les mots particuliers. Par exemple, à Auschwitz, la Shoah ne change rien en fait à la réflexion. Il n'y a pas non plus à s'adresser en particulier aux victimes. D'ailleurs, le public cible de ces auteurs, c'est plutôt les athées. Montrer aux athées qu'en fait, l'existence du mal n'est pas un argument suffisant pour ne pas croire en Dieu, puisque l'existence de Dieu et l'existence du mal sont compatibles. Et donc, il n'y a pas à lire des récits de souffrance de victimes pour voir comment elles l'ont vécu, etc. Parce que de toute façon, voilà, la théodicée ne se fait pas pour les victimes et à l'adresse des victimes. Donc ça, c'est un extrême. Et puis il y a l'autre extrême où vous avez donc des philosophes et des théologiens qui pensent que bon, le problème du mal, c'est un problème concret, que la question primordiale, c'est comment, quand on souffre, comment on fait pour voilà, sortir de cette souffrance, vaincre cette souffrance, surmonter sa souffrance. Et donc, vu que la théodicée est une entreprise logique, philosophique, abstraite, voilà, bah, il faut arrêter de faire de la théodicée. Et il faut proposer un autre type de réponse aux gens qui souffrent. Donc vous avez là les deux extrêmes. Et puis, ça c'est assez nouveau après Auschwitz, donc moi ce qu'il faut que j'essaie de faire, c'est qu'il faut que j'essaie de montrer que c'est l'événement d'Auschwitz qui a provoqué ça. Au milieu, si je puis dire, vous avez les philosophes qui pensent que le mal c'est du concret, le problème du mal c'est du concret, que les gens qui se demandent si Dieu existe, pourquoi la souffrance, c'est pas que les athées, c'est aussi les croyants qui sont victimes de maux terribles et qui du coup voient leur foi un peu ébranlée, remise en question. Et donc du coup, la théodicée, quand elle entreprend d'expliquer comment c'est possible qu'un Dieu tout-puissant, parfaitement bon et omniscient permette voilà, à ses enfants de souffrir ou permette aux êtres humains de souffrir, et ben la théodicée doit aussi répondre à ce problème concret, elle doit s'adresser aux victimes. Elle ne doit pas. Donc c'est pas que un problème théorique et abstrait, c'est aussi un problème concret. En philosophie, on dit un problème empirique, quoi, hein, qui est bien dans le concret, un problème sensible. Et donc il faut essayer de faire de la théodicée en prenant en compte les mots particuliers, en s'adressant aux victimes et en prenant en compte du coup les expériences concrètes vécues, les récits d'expériences vécues des victimes. Donc ça, c'est pour un peu le panorama hein, qui se dégage de mes lectures. Et puis maintenant, bah, le travail que je suis en train de faire, en fait, c'est que je lis énormément pour le moment et j'essaye de bien identifier d'abord quel auteur appartient à quelle partie et quels sont les arguments. Quels arguments ils donnent chacun à leur faveur et contre l'autre camp ou les autres camps. Voilà, donc c'est le travail que je suis en train de faire en ce moment. Donc voilà, un énorme travail de lecture patiente et pointilleuse, de prise de notes, etc. Et puis
comme d'habitude, au bout d'un moment, alors parce que j'ai le voilà, parce que c'est tout le temps ouvert en fait dans mon cerveau, ça tourne jour et nuit. Au bout d'un moment, ça se met en place. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'arrive à identifier donc bah, voilà les camps, j'arrive à identifier les questions qui sont posées, j'arrive à identifier les arguments, les objections, etc. Et donc du coup, il y a une sorte de plan en fait qui se dessine, un cheminement de raisonnement qui se dessine dans mon esprit. Et à partir de ce moment-là, bah, je vais me mettre à écrire. Je sais pas trop quand ça va arriver. Bon là honnêtement, il y a les vacances, je vais aussi en profiter avec ma famille, c'est normal. Euh, donc voilà, je pense pas que je commencerai à rédiger avant septembre, peut-être même après. Voilà, je me suis mise comme deadline décembre pour finir avec ce problème et pour commencer sur une autre partie en janvier. Mais bon, voilà, quand on fait une thèse, on sait que bon, le calendrier, c'est souple, c'est variable. Donc voilà. Bon, je vais pas. Donc, je reviendrai vers vous avec une vidéo pour faire le point bah, quand j'aurai fini avec toute cette question-là. Et en attendant, si vous voulez, voilà, continuer à un petit peu réfléchir sur ce thème-là, bah, vous pouvez aller voir mon site anne-lemétayer.fr sur lequel j'essaye de manière régulière de mettre des articles. Alors pour le moment, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, je vais en mettre de plus en plus. Je vais faire des comptes rendus des auteurs que je lis. Voilà. Il y a des points voilà, particuliers sur lesquels je vais me focaliser aussi. Donc voilà, vous pouvez aller voir régulièrement mon site si ça vous intéresse et que vous voulez lire un petit peu plus d'articles sur la Théodicée. Merci de me suivre et puis bonnes vacances.